Tout commence par une énigme qui a longtemps intrigué les scientifiques et les chercheurs. Le Panthéon, construit il y a près de 2000 ans, reste une merveille architecturale. Cet édifice doté du plus grand dôme en béton non armé du monde a résisté à l'épreuve du temps, aux invasions, aux tremblements de terre et aux incendies. Malgré tout cela, il est toujours intact aujourd'hui. Pendant ce temps, d'innombrables bâtiments en béton plus récents se sont fissurés, corrodés et ont succombé quelques décennies seulement après leur construction. Comment est-ce possible? Quelle est la différence entre le béton romain antique et le béton moderne? La première application documentée de la construction en béton est attribuée aux anciens Égyptiens. Leur méthode impliquait un mélange de boue, de paille et de gypse pour créer un type de béton utilisé dans la construction des pyramides. La plus ancienne d'entre elles remontant à plus de 4500 ans. Cependant, cette variation initiale de béton a été comparativement moins robuste lorsqu'elle était juxtaposée aux formulations de béton plus avancées qui ont émergé plus tard, en particulier celles raffinées par les Grecs et les Romains. Les caractéristiques de ce béton romain sont associées à ses composants. La puzzolane, un mélange de cendres volcaniques dérivées de la ville italienne de Pozzuoli en raison de ses importants dépôts de cendres, plus des agrégats et de la chaux. Lorsqu'ils sont combinés à l'eau, ces matériaux interagissent pour créer un béton durable. Cependant, des découvertes récentes révèlent que cette explication est incomplète. Une équipe de chercheurs internationaux dirigée par le Massachusetts Institute of Technology, MIT, de l'université Harvard, ainsi que de laboratoires italiens et suisses ont découvert des variations dans les matériaux eux-mêmes et identifié différentes techniques utilisées dans leur mélange, remettant en question les hypothèses précédentes. D'abord, les indices évidents étaient de minuscules fragments de chaux blanche découverts dans ce qui semblait être du béton parfaitement mélangé. Autrefois, l'existence de ces fragments était liée à des procédures de mélange inadéquates ou à des matériaux de qualité inférieure. Cependant, cette explication ne correspondait pas logiquement aux observations, comme l'affirme Admir Masick, spécialiste des matériaux au MIT. L'idée que la présence de ces fragments de calcaire était simplement attribuée à un mauvais contrôle qualité m'a toujours dérangé. Si les Romains ont déployé tant d'efforts pour fabriquer un matériau de construction exceptionnel, en suivant toutes les recettes détaillées et optimisées au cours de plusieurs siècles, pourquoi auraient-ils déployé si peu d'efforts pour garantir la production d'un produit final bien mélangé? Il doit y avoir plus à cette histoire. Masick et l'équipe de chercheurs ont minutieusement examiné des échantillons de béton datant de 2000 ans, obtenus sur le site archéologique de Privernum, près de Rome, et pour mieux comprendre ces classes de chaux, ces échantillons ont été soumis à une microscopie électronique à balayage sur une grande surface, à une spectroscopie de rayons X à dispersion d'énergie, à une diffraction des rayons X sur poudre et à une imagerie Raman confocale. On voulait savoir la nature de la chaux utilisée dans le béton romain. Traditionnellement, on pensait que le béton puzzolanique impliquait l'utilisation de chaux éteintes. Ce processus commençait généralement par chauffer le calcaire à haute température pour créer de la chaux vive, également connue sous le nom d'oxyde de calcium, qui était une poudre caustique hautement réactive. Lorsque la chaux vive est combinée à l'eau, elle produit de la chaux éteinte ou de l'oxyde de calcium, une pâte légèrement moins réactive et caustique. La croyance répandue était que les anciens Romains utilisaient cette chaux éteinte en combinaison avec de la puzzolane pour leur béton. Cependant, l'analyse par l'équipe des classes de chaux présentes dans les échantillons contredit cette méthode établie. Au lieu de cela, les preuves suggèrent que le béton romain aurait pu être produit en mélangeant directement de la chaux vive avec de la puzzolane et de l'eau à des températures exceptionnellement élevées. Ce procédé appelé mélange à chaud. Ça aurait pu être utilisé seul ou en conjonction avec de la chaux éteinte, conduisant à la formation des classes de chaux observées lors de leur analyse. Le mélange à chaud
offre deux avantages principaux. Premièrement, soumettre le béton à des températures élevées permet des réactions chimiques impossibles à obtenir en utilisant uniquement de la chaux éteinte. Ce processus conduit à la création de composés associés à des températures élevées qui n'émergeraient généralement pas. De plus, la température élevée réduit considérablement les temps de durcissement de prise en accélérant toutes les réactions, accélérant ainsi les processus de construction. Deuxièmement, les fragments de chaux présents dans le béton offrent un autre avantage, des propriétés auto-cicatrisantes remarquables. Lorsque des fissures se développent dans le béton, elles ont tendance à se propager vers les fragments de chaux en raison de leur surface plus élevée par rapport aux autres particules de la matrice. Une fois que l'eau s'infiltre dans la fissure, elle réagit avec les cendres volcaniques et la chaux nouvellement exposée, générant une solution riche en calcium, formant de nouveaux minéraux de calcium, aluminium, silicate, hydrate. Cette solution sèche et se solidifie ensuite sous forme de carbonate de calcium. La solution se recristallise au sein des pores et les comble, réparant efficacement la fissure et empêchant sa propagation, ce qui ajoutait considérablement à la durabilité du béton, même dans les zones marines agressives. Le phénomène d'auto-guérison du béton a été observé dans un autre site antique, le tombeau de Cacilia Matella, où des fissures remplies de calcite dans le béton ont été découvertes. Cet événement explique potentiellement la résilience remarquable du béton romain dans des structures telles que les digues construites il y a 2000 ans, supportant les forces incessantes de l'océan pendant des millénaires sans détérioration significative. Pour tester leur découverte, l'équipe de recherche a mené des expériences et des essais en créant du béton pouzzolanique en utilisant des recettes anciennes et modernes avec l'ajout de chaux vive. Ils ont également réalisé un béton témoin sans chaux vive et réalisé des tests de fissuration. Ils ont ensuite provoqué des fissures dans les éprouvettes de 0,5 mm et ont fait couler de l'eau à travers les échantillons. Sur une période de 1 à 3 semaines, les fissures se sont remplies de calcite et ont guéri. En revanche, les fissures dont les échantillons de béton témoins n'ont pas guéri et l'eau a continué à les traverser. Le béton moderne peut remplir cette fonction d'auto-guérison. Cependant, il y a un contraste entre les deux. Le béton moderne ne peut réparer que des fissures allant d'environ 0,2 à 0,3 mm. En revanche, le béton romain avait la remarquable capacité de réparer des dommages allant jusqu'à 0,6 mm, soit 2 à 3 fois plus large ou plus grave que ce que le béton moderne peut réparer. Alors, comme nous l'avons vu, il existe une différence de durabilité et de longévité entre les deux bétons. Les résultats de l'expérience menée sont intrigants, mais il est crucial de les contextualiser. Bien que l'hypothèse dominante soit que la mise en œuvre d'ingrédients et techniques d'application du béton romain dont le béton moderne pourrait potentiellement résoudre le problème de sa durée de vie relativement courte, la pertinence actuelle de cette idée pour le béton moderne reste plutôt incertaine. Il est essentiel de noter que la forme prédominante de béton moderne est le béton armé, qui incorpore une certaine forme d'acier, généralement sous la forme des barres d'armature, de treillis, de fibres ou de câbles en acier. Le béton romain n'est pas armé. Et comme vous savez, l'acier possède une plus grande résistance que le béton, notamment en traction. Cette intégration permet la création d'éléments en béton peu profonds avec moins de retombées telles que des poutres et des dalles capables de franchir des portées considérables, un exploit inaccessible si le béton était dépourvu d'armature. En conséquence, l'application actuelle du mécanisme discuté dans le béton moderne est quelque peu ambiguë, étant donné le rôle essentiel du renforcement en acier dans son intégrité structurelle. Mais bon,
Maintenant, l'équipe des chercheurs se concentre sur la commercialisation de ce béton comme alternative plus écologique aux formulations actuelles. Le béton se classe au deuxième rang après l'eau comme matériau le plus consommé au monde et contribue à environ 7% des émissions mondiales. Admir Mazik a exprimé son enthousiasme quant à l'impact potentiel de ces compositions de béton plus durables, non seulement pour prolonger la durée de vie des structures, mais également pour améliorer l'endurance, par exemple des formulations de béton imprimées en 3D. Il est passionnant d'envisager les implications plus larges de la façon dont ces compositions de béton plus durables pourraient non seulement prolonger la durabilité de ces matériaux, mais également améliorer la résilience du béton imprimé en 3D, a fait remarquer Mazik.